Donc, Bastien Drut avec nous, on prononce le T comme Drut, comme le champion olympique ou pas? On est la même famille, de loin, mais moi je prononce pas le T. De loin, c'est-à-dire de loin, c'est quoi? Mais c'est le cousin de mon grand-père en fait, mais on se connaît pas directement. D'accord. Et vous prononcez pas le T? Non. Mais peut-être qu'on prononçait pas le T, et puis personne lui a demandé son avis. Peut-être que c'est un choix personnel. Voilà. Mais vous étiez pas né, vous, Montréal? Ah non, je suis né en 1982. Ah oui, voilà, c'est ça. Jamais rencontré. Montréal 76, my God. Alors, Bastien, juste d'abord sur la démarche. Donc, il est là, le bouquin L'économie de demain, les grandes tendances du 21e siècle. À chaque fois, c'est 3-4 pages sur des thématiques très pédago. La volonté, pourquoi vous avez voulu faire ça? Eh ben, parce qu'on se rend compte que les grandes tendances façonnent vraiment l'économie et finalement tous les développements économiques et sociétaux. Et j'ai essayé finalement de décrypter à chaque fois ce qu'est les grandes tendances qu'il y a pu y avoir sur les 2 ou 3 dernières décennies, qui façonnent vraiment l'économie et la société, et de voir comment elles pourraient évoluer, on va dire, sur les 10, 20, 30 ans. Enfin, à chaque fois en reprenant la littérature académique la plus récente, pour se raccrocher à quelque chose de solide, et puis aussi aux projections des grandes institutions internationales comme le FMI, comme l'OCDE, pour voir comment on peut essayer de prolonger ou pas les tendances, quoi. Et il y a un besoin de repères comme ça, vous pensez, autour de l'économie aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, je pense que on parle tout le temps de digitalisation, on parle tout le temps de vieillissement de la population, mais finalement, les gens ne maîtrisent pas forcément les chiffres qui sont derrière et les conséquences que ça peut avoir, et c'est ça que j'ai essayé de décrypter dans ce livre. Et on va rentrer dans le détail sur certains thèmes. Un autre point qui, pour moi, est important, c'est qu'il y a des acquis. Il y a des choses qu'on peut dire et que non, on ne peut pas dire en économie. Il y a pas... Enfin, vous voyez, ce qu'on présente comme des thèses sont parfois, non, pas des thèses, des choses fausses. Alors, moi, j'ai essayé de reprendre à chaque fois des chiffres et des faits qui étaient établis, et je ne me suis pas inscrit dans une démarche finalement idéologique. J'ai pas vraiment dit ce que je pensais, quoi. J'ai essayé de trouver ce que les chercheurs à chaque fois les plus sérieux sur chacun des sujets pouvaient dire pour être finalement le plus percutant possible, quoi. Même si après, ça c'est ce qu'on apprend en première semaine d'école de journalisme, vos choix sont forcément... Ah, bah, évidemment. Voilà. Bien sûr. Alors, dans les années 70, on disait l'information est un mot d'ordre. Voilà. Vos choix sont forcément des mots d'ordre, mais vos choix sont forcément des choix qui indiquent... en tout cas, ce à quoi vous avez envie de réfléchir, et on va réfléchir ensemble. Le sujet là... Alors, mais justement, tiens, première question. Est-ce que c'est le sujet le plus important en sortie de pandémie, le sujet de la dette? Oui et non. En fait, je vois bien qu'il y a énormément de polémiques sur la dette, parce que il y a les différents, on va dire, partis politiques qui essayent d'orienter ce débat-là pour essayer d'orienter leurs propres choix et leurs propres programmes politiques. Moi, ce que j'ai envie de dire à ce sujet-là, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de problème de dette publique aujourd'hui. Si on regarde la dette publique des États de la zone euro sur l'année 2020, elle a augmenté à peu près 1000 milliards. La Banque centrale et les banques centrales nationales de la zone euro ont acheté pour à peu près 1000 milliards de titres de dette sur l'année 2020. Donc finalement, on n'arrête pas de poser la question qui va payer cette crise, mais on peut presque dire que cette crise, elle est déjà payée en quelque sorte. Alors là, je simplifie un petit peu, évidemment. Et puis surtout, vous faites le chapitre d'après. Donc attendez. Vous faites le chapitre d'après. Mais... Parce que là aussi, il y a des chiffres. Les pays développés se retrouvent avec un niveau de dette comparable à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça? Oui, c'est 124%. Le ratio dette sur PIB des pays avancés, en moyenne, c'est 124%, quoi. Donc on revient à des niveaux qu'on n'a pas vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'il n'y a pas eu de guerre. Sauf qu'il n'y a pas eu de guerre, effectivement. Oui. Sauf qu'il n'y a pas eu de guerre. Mais il y a eu une chute du PIB comme on n'a pas vu depuis peut-être la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et surtout, vous dites structurellement, il n'y a aucune raison que ça s'arrête d'augmenter. Ben, oui, parce que ce qu'on peut voir, c'est que il y a de toute façon des besoins. La société a des besoins, quoi. Il y a le vieillissement de la population qui va coûter de plus en plus cher, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont arriver à la retraite. Il y a le changement énergétique, la transition énergétique qui va faire que les moyens finalement, il y aura des moyens très importants à trouver. Nécessité d'investissement massif pour cette transition énergétique. Puis aussi pour tout ce qui est relatif à la digitalisation, avec le changement des infrastructures. Donc tout ça va coûter de plus en plus cher. Donc il y a des besoins. Et après, ce que j'essaie de dire, c'est que là, il n'y a pas nécessairement de problème à ça. Ça ne crée pas vraiment un problème, puisqu'on voit que les banques centrales, quand il y a eu besoin, ont pu acheter de la dette, et puis ils vont continuer à le faire, comme elles le disent de toute façon.
Oui, mais vous, c'est les grandes tendances du 21e siècle. Donc, Oui. on peut se Bah, on est au projeter un peu 20e plus siècle, loin. oui. Alors, vous n'allez pas sur ce terrain-là, et c'est normal, hein, la volonté du bouquin, elle est vraiment pédagogique et de faire des chapitres très courts. Ouais. Mais moi, depuis que je m'intéresse à cette matière, périodiquement, des économistes ont essayé de trouver un point d'équilibre ou de déséquilibre. De nous dire, alors on a Maastricht, 60% de dette sur PIB. Ouais. Après, on a eu ces économistes américains qui nous ont dit, c'était quoi, 90% ou 100% de dette sur PIB. Oui, c'était Rainer Terogov. Ouais. Voilà, après ça déraperait, etc. On se rend compte que ces seuils sont franchis Oui. avec une grande tranquillité, en fait. Mais c'est aussi lié au fait que les taux d'intérêt sont de plus en plus bas. Ouais. En fait, tout ça, c'est lié au fait que les taux d'intérêt d'équilibre eux-mêmes suivent à peu près la croissance potentielle. Le fait que la croissance potentielle, c'est lié au vieillissement de la population, soit de plus en plus bas, ça tire les taux d'intérêt d'équilibre vers le bas. Puis on a aujourd'hui des taux d'intérêt d'équilibre qui sont soit à zéro, soit en territoire négatif. Puis donc, l'État, par exemple l'Allemand, se finance à 10 ans à des taux d'intérêt qui sont négatifs. Pour la France, c'est à peu près pareil. Le taux d'intérêt à 10 ans, il est très proche de zéro, il est légèrement au-dessus de zéro. Et on se rend compte que le coût de la dette est de moins en moins important, alors même que la taille de la dette est, elle, de plus en plus importante. Je regardais, je veux être sûr, mais il me semble bien, hein, c'est un chapitre sur lequel vous n'allez pas. Ouais. Sur l'euro et sur une éventuelle fracture de la zone euro. Non, mais c'est un chiffre que moi-même j'ai appris là ce week-end, que les Pays-Bas sont encore quand même à moins de 60% de dette sur PIB à la sortie de cette pandémie. Nous, on va être à 120, c'est ça hein, Oui, c'est dans ces eaux-là. Oui, pour la France, c'est à peu près ça. Ouais. Le double. Oui, c'est le double. Après, je veux dire, les structures d'économie sont extrêmement différentes. D'accord, mais même si économiquement, vous avez raison, notre dette ne nous a jamais écouté. Politiquement, vous vous dites qu'il va y avoir un sujet forcément à un moment. Pas forcément, non, parce que, si, il va y avoir un sujet au sujet de la zone euro. Oui, c'est ça, je pense à la zone euro. Mais quand on regarde, par exemple, la dette publique, j'ai regardé, pas plus tard que ce matin, depuis 10 ans, la dette publique en Europe, elle a augmenté d'à peu près 3 000 milliards. Et le stock de dette qui n'est pas détenu par les banques centrales, à votre avis, il a monté ou il a baissé ? Le stock de dette publique détenu par les banques centrales, depuis 10 ans, il y a eu la crise de la zone euro, il y a la crise Covid, et ça a baissé. Donc, tout simplement... Ça veut dire que les investisseurs mondiaux ont faim aujourd'hui de cette dette européenne libellée en euros. C'est même pas ça. C'est que c'est les banques centrales qui ont capté toute la hausse de la dette publique, quoi. Et en fait, les autres investisseurs, les compagnies d'assurance, les banques, finalement, ont une offre en face d'eux, une offre de dette publique qui est de plus en plus faible, quoi. Donc, la demande des compagnies d'assurance, des banques, des investisseurs internationaux est de plus en plus forte pour les titres de dette de la zone euro. Et alors même que l'offre qu'il leur est proposée est de plus en plus basse parce que la Banque Centrale Européenne a acheté énormément de dettes sur les 10 dernières années. Et ça peut aller jusqu'à l'infini. On voit ce qui se passe au Japon. Hein. Vous citez Thomas Piketty qui dit... ça peut tout à fait continuer. Mécanique. Oui, voilà, c'est ça. Ça peut tout à fait continuer. Alors après, on peut se rendre compte qu'à un moment donné, si on va un peu trop loin et qu'on voit qu'il y a trop de monnaie qui circule dans l'économie et qu'on commence à avoir des vraies tensions inflationnistes prolongées, on saura qu'on a été trop loin. Mais pour le moment, on n'est pas du tout arrivé à ce niveau-là. Alors, ce qui nous amène à cette grande pagaille monétaire-là. Alors, vous faites un pari, vous dites que le dollar restera dominant. Oui, en fait, il suffit de constater ce qui s'est passé. Ça fait des décennies qu'on dit l'hégémonie du dollar est menacée. On a pensé à un moment donné que l'euro pourrait prendre la place du dollar. Ça n'est pas arrivé. Maintenant, on dit peut-être que le renminbi va prendre la place du dollar, mais finalement, la monnaie chinoise, le yuan, pourrait prendre la place du dollar. Et finalement, ça aurait pu arriver, mais ça n'est toujours pas arrivé. Puis on n'a pas l'impression que c'est sur le point d'arriver. Vous dites très justement, c'est impossible qu'une monnaie pilotée politiquement, mais vraiment pilotée politiquement. Alors, il y a plusieurs obstacles. La monnaie de réserve du monde. Il y a plusieurs obstacles à l'internalisation du renminbi, puis le fait que ça devienne une monnaie dominante. Il faut qu'on puisse se financer facilement en renminbi. Aujourd'hui, il y a un contrôle des marchés de capitaux. C'est pas forcément facile d'émettre de la dette en renminbi. C'est pas non plus facile de placer de l'argent en renminbi. Donc tous ces éléments-là font que ça freine la progression du renminbi. Et il y a aussi le fait, et ça c'est un économiste qui s'appelle Barry Eichengreen, qui est un des plus grands spécialistes de la question des
des monnaies dominantes qui dit que depuis le 19e siècle, les monnaies dominantes ont toujours été des monnaies de démocratie dans lesquelles les droits des créanciers sont protégés. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'un des points qui bloque aussi le fait que le renminbi devienne la monnaie dominante. Mais en tout cas, c'est presque une aberration aujourd'hui qu'on ait le dollar qui soit la devise dominante, parce que le PIB des États-Unis, c'est que 15% du PIB mondial, mais c'est 60% des réserves de change, c'est un peu plus que 60% des réserves de change, et puis c'est la monnaie qui est le plus utilisée dans toutes les transactions commerciales. Et puis, comme un économiste qui vient nous voir régulièrement, qui s'appelle Wilfried Galland, qui a cette punchline, et puis c'est eux qui ont les porte-avions. À un moment, ça pèse dans le contrôle, on va dire, globalement de l'économie mondiale, quoi. Voilà. Ils restent encore, même s'ils ont la volonté de s'en détacher régulièrement, enfin bon, mais ils restent encore gendarmes du monde, voilà, on va le dire comme ça. En tout cas, ils ont cette... Oui, les États-Unis, je pensais que vous parliez de la Chine. Non, je parlais des États-Unis. C'est pour ça que j'étais perdu, mais effectivement. Les Chinois aussi. Mais voilà. Bitcoin, vous en parlez pas, enfin, il y a deux lignes, c'est trop tôt pour se prononcer encore, là. En fait, à titre personnel, je ne pense pas que ça ait beaucoup d'avenir. Donc déjà, moi, je fais vraiment une distinction. Je pense que c'est un cryptoactif, ce n'est pas une crypto-monnaie. Donc ça ne remplit pas les fonctions traditionnelles de la monnaie. Ce n'est pas un intermédiaire des échanges, ce n'est pas une réserve de valeur, ce n'est pas une unité de compte. Donc déjà, ce n'est pas une devise. Donc dire que ça prendrait la place du dollar ou du renminbi, ça, j'y crois pas du tout. En revanche, et puis surtout aujourd'hui, avec les objectifs climatiques que tous les États quasiment du monde se sont fixés, avoir quelque chose, là, il y avait un article du Wall Street Journal qui disait hier que le Bitcoin ne sert à rien. Avoir un actif qui ne sert pas forcément à grand-chose et qui consomme énormément d'électricité, ça peut être très facilement une cible pour les régimes politiques, pour les gouvernements. Et on voit bien que c'est ce qui est en train de se passer en Chine. En revanche, je pense que là, ce qui va être fascinant sur on va dire peut-être les 5 ans à venir, c'est l'émergence des monnaies numériques des banques centrales. Ouais. Ça, on voit que c'est quelque chose... fascinant. Oui. C'est jamais que des billets digitalisés. Eh bien, en fait, il y a beaucoup de choses, de choses qui peuvent se retrouver derrière, en fait. Parce qu'on peut se demander à quoi ça servirait d'avoir un euro digital, un euro numérique, un dollar numérique. Monnaie digitale de banque centrale, voilà. Donc c'est en le fait, terme exact. C'est aujourd'hui, dans les bilans de la Banque centrale, il y a une forme de monnaie qui n'est accessible qu'aux banques commerciales, qu'on appelle la monnaie banque centrale. Et le projet de l'euro numérique, ça serait de le mettre à disposition des ménages et des entreprises. Donc on se dit, on ne comprend pas forcément... Vous allez loin. Le projet, c'est déjà digitalisé. Après, on ne sait pas encore trop ce qu'on va en faire, quand même. Mais en tout cas, c'est ça ce que dit la Banque Centrale Européenne, c'est que ça ressemblera à ça. Ça serait de la monnaie Banque Centrale qui serait disponible pour les ménages et pour les entreprises. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que... il y a peut-être un an, la Banque centrale américaine disait finalement le dollar numérique, c'est pas forcément très intéressant, ça nous intéresse pas beaucoup, on verra plus tard. Et là, il y a une accélération des choses. Pourquoi ? Parce qu'on voit que la Chine est très en avance sur ce sujet-là et a déjà fait des expériences de pilote sur un renminbi numérique et que c'est quelque chose qui commence à se développer. Et puis, il y a vraiment une volonté pour la Chine d'accélérer sur les années et même sur les mois à venir sur ce sujet-là. Et en fait, qu'est-ce que disent la Fed et la Banque Centrale Européenne? La Banque Centrale Européenne dit explicitement on va lancer un euro numérique en partie parce qu'il est possible qu'il y ait d'autres monnaies numériques, donc par exemple un renminbi numérique, qui soit utilisé chez nous, qui s'impose et qui puisse éventuellement menacer l'utilisation de l'euro. Donc en fait, on parle souvent de guerre des monnaies, et en fait... Ce qui est un peu contradictoire, Bastien, avec ce que vous nous avez expliqué il y a 5 minutes. C'est-à-dire que même le renminbi digital restera encore plus d'ailleurs, ça peut être un moyen sous le contrôle de l'État chinois. Oui, bien sûr, mais ça peut être aussi un moyen... Si vous voulez, je pense que la Chine serait assez heureuse. Il y a un certain prestige à avoir la devise dominante, quoi. Et on voit que toutes les réformes financières et politiques à mener pour que le renminbi devienne, par une voie traditionnelle, la monnaie dominante, on voit que c'est assez compliqué pour que ça arrive. En revanche, si l'usage du renminbi numérique commence à se développer, par exemple en Afrique ou en Amérique du Sud, là, on peut avoir, c'est un moyen de peut-être contourner les moyens traditionnels pour devenir la monnaie dominante. D'accord. Alors après, on n'a pas le temps, mais vous avez raison.
euro digital en fait derrière, vous en parlez d'ailleurs de cette fameuse hélicoptère-monnaie, c'est-à-dire à un moment, la Banque centrale pouvant envoyer directement de l'argent sur les comptes bancaires des citoyens européens. Voilà. C'est une possibilité. Et ça ouvre un champ, évidemment un champ absolument considérable. Mais moi, je veux absolument qu'on parle des syndicats, des partenaires sociaux, de tout ça. Les débats sur la gouvernance des entreprises seront de plus en plus fréquents. C'est votre conviction. Je la partage, Bastien. Voilà. Non, mais le travail explose sous toutes ses formes. On est sur des accélérations de tendance incroyables de transformation du travail. Alors moi, je travaille essentiellement dans mon poste sur les États-Unis. Il y a quelque chose qui est assez fascinant qui est en train de se produire, mais il y a aussi des parallèles qu'on trouve en France et en Europe en général. C'est le fait qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis 8 millions d'emplois qui sont manquants par rapport au début de la crise. Et les entreprises n'arrivent pas à recruter. C'est-à-dire qu'il y a une très forte demande de travail de la part des entreprises. Elles veulent recruter. Elles n'y arrivent pas. Et en face, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent au chômage et qui finalement n'offrent pas, qui ne viennent pas, sur le marché du travail. Et on ne comprend pas forcément pourquoi, parce que on se dit que dans les tests qui circulent aux États-Unis, c'est le fait que les programmes d'allocation chômage qui ont été mis en place sont peut-être un peu trop généreux, parce que il y a le supplément d'allocation chômage de $300 par semaine qui est au-dessus du salaire minimum américain, enfin en tout cas le salaire minimum fédéral. Il peut y avoir des gens qui ont peur du Covid, mais là on se dit bon. Il y a eu l'échec Biden. Et en fait, toutes ces raisons-là, finalement, ne sont pas suffisamment convaincantes. On ne comprend pas pourquoi cette offre et cette demande de travail n'arrivent pas à se rencontrer actuellement. Alors peut-être que ça va revenir sur les mois qui arrivent, mais on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises sont obligées de très fortement augmenter les salaires d'entrée. On le voit chez Amazon, on le voit chez McDonald's, on le voit chez tout un tas d'entreprises, même chez Bank of America, donc c'est aussi dans le secteur financier. Et on voit qu'il y a peut-être une sorte de révolte finalement des employés bas salaires aux États-Unis qui n'acceptent plus de faire certains emplois pour des salaires qui sont trop bas, quoi. Et donc, alors à l'époque on disait ils votent avec leurs pieds, c'est-à-dire en n'allant pas en fait sur le marché du travail. C'est comme ça qu'ils signifient leur mécontentement. C'est peut-être que les personnes qui touchaient trop peu, qui avaient des rémunérations qui étaient trop basses dans certains secteurs, finalement essaient de bifurquer sur d'autres salaires, sur d'autres secteurs, pardon. Et en fait, il y a certains secteurs qui se retrouvent sans personne à recruter, quoi. Les partenaires sociaux là-dedans, c'est-à-dire que plutôt... Les États-Unis, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Mais ils font ça, c'est-à-dire il y a une sorte de refus du travail plutôt que d'essayer de constituer des groupes de pression efficaces. On a vu ce qui s'est passé chez Amazon, voilà. Mais malgré d'ailleurs le président des États-Unis lui-même, qui soutenait 13 années 70, qui essaie de soutenir la constitution de syndicats. Absolument, c'est ça qui fait progresser les travailleurs. Ça n'a pas marché. Et tu penses que ce mouvement... on va en avoir les échos chez nous. On discute des nouvelles formes de travail, de l'entreprise éclatée, de l'ubérisation, tout ça. Et c'est vrai que l'ensemble de ces gars-là sont sans représentation syndicale, en fait. Oui, il y a énormément de secteurs dans lesquels il n'y a pas du tout de représentation syndicale. Et puis, il y a aussi, il y a pas mal de secteurs pour lesquels les conditions de travail sont difficiles. Je pense au secteur de la restauration, ça fait la une des journaux partout. Finalement, il y a assez peu de représentation syndicale, où finalement, on voit bien qu'il y a d'énormes difficultés de recrutement des restaurateurs, quoi. Donc, il y a Donc, des ce que tu dis, c'est l'intérêt, alors tu l'écris pas là, c'est vraiment notre discussion, c'est l'intérêt aujourd'hui des employeurs que de se préoccuper de ce sujet. Tout à fait. Dans une économie, est-ce que c'est aussi ton pronostic? C'est-à-dire que j'entends beaucoup là, la période de reprise qu'on va vivre, nous, très très vive, on l'espère, mais déjà elle va manquer de bras. Période... c'est déjà ce qu'on observe. C'est déjà ce qu'on observe. C'est déjà ce qu'on observe dans le secteur de la restauration, mais il y a d'autres secteurs. En fait, je suis surtout les États-Unis, mais ce que je peux voir aux États-Unis, c'est que les offres d'emploi, il n'y a pas du tout que dans la restauration qu'elles sont très élevées. C'est dans tous les secteurs que les postes ouverts sont à leur plus haut historique, quoi. Et ça a très fortement augmenté depuis quelques mois. Sauf que si tu tires ce fil-là, Bastien, ça fait hausse de salaire. Oui, bien sûr. La boucle prix-salaire, les taux d'intérêt, et on retombe sur la dette.
Oui, si on allait vraiment jusque-là, effectivement. Si on avait boucle. une boucle prix-salaire qui était durable, qui se mettait en place durablement. Et la Banque centrale doit remonter les taux d'intérêt. Dans ces cas-là, et, oui. et là, le poids de la dette, tout à coup, devient un vrai problème. Oui. Alors là, on voit bien que les banques centrales sont extrêmement patientes et ne sont pas du tout sur le point de remonter les taux directeurs. Et c'est encore moins le cas en Europe, quoi. En Europe, il y a eu une inflation qui était basse pendant tellement longtemps, pendant 10 ans, une inflation qui était tellement en dessous de la cible des 2%, que la BCE n'est absolument pas prête à remonter ses taux directeurs, de toute façon. C'est bien cette petite boucle-là. Oui. Voilà, c'est le tour. Merci beaucoup, Bastien. Bastien Drue, donc l'économie de demain. Voilà, vous voyez le bouquin, c'est parfait. Les choses sont bien faites, c'est Bismart.